Et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette interview de Daniel Cohen, cofondateur et directeur général de Farnext. Farnext spécialiste de la pléothérapie. Bonjour Daniel Cohen, merci d'être avec nous Bonjour aujourd'hui. Laurent. Bonjour. Alors Daniel, les actionnaires de Farnext le savent, votre biotech, c'est la spécialiste, je viens de le dire, de la pléothérapie, une technologie qui consiste à traiter des pathologies orphelines en utilisant des médicaments déjà commercialisés en combinaison et le tout à très petite dose. Et c'est votre technologie qui permet justement de savoir quels médicaments il faut associer pour couvrir de nouveaux besoins. Et bien ça tombe bien parce qu'un nouveau besoin, il y en a un qui vient de se faire jour brutalement, le Covid-19, et Farnext a utilisé sa technologie pour dresser, parmi, je crois, les 3000 médicaments qui sont commercialisés, une liste de 97 produits approuvés et disponibles et qui pourraient traiter le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous avez bien décrit. Effectivement, la plateforme est utilisable pour n'importe quelle maladie. Donc on en a profité pour essayer de répondre en urgence, parce que le travail a été fait en une semaine, aux besoins que vous connaissez. En essayant de faire quelque chose, je pense, très important pour adapter à la situation, c'est plutôt se concentrer, essayer de trouver des médicaments d'utilisation courante. D'accord. C'est-à-dire que les malades prennent souvent, ce qui a deux conséquences très importantes pour la suite. C'est que, premièrement, si jamais un ou plusieurs de ces médicaments s'avèrent efficaces, je pense qu'on va y arriver. Au moins, ils sont disponibles tout de suite pour les populations. D'accord. Il ne faut pas attendre des mois ou des années pour la production, comme c'est pour les vaccins. Le deuxième élément important fréquemment utilisé, c'est que, si ça se trouve, les résultats, on les a déjà. Je vous explique ça tout de suite. Oui. C'est que si ce sont des médicaments que presque tout le monde prend, je vous donne un exemple, les statines. Oui. On prend ça pour baisser le cholestérol, d'accord. Il s'avère qu'on trouve que, par notre système, que les statines pourraient être efficaces, ont plus de chances d'être efficaces, dans le Covid-19. Bon. Alors, il faudrait faire normalement des essais sur les cellules infectées, puis après des études cliniques petites, puis plus grandes, etc. Là, on peut gagner un temps fou en faisant des analyses rétrospectives. En prenant tout simplement les dossiers médicaux des malades atteints de Covid-19, oui. D'accord, regarder qui a pris ou non la statine en question, et voir si celui qui a pris la statine ou celle qui a pris la statine est mieux protégé que celui qui n'a pas pris. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Donc les résultats, on les a quelque part déjà. Bon. Et on va, hélas, en avoir de plus en plus, puisque l'épidémie s'étend, d'accord. Donc, en principe, c'est faisable. Et ça existe, les méthodologies pour faire ce type d'analyse, qui se font à base d'intelligence artificielle, ça existe depuis plusieurs années. Donc, la technologie existe, mais il faut les big data. D'accord. Ouais. Donc, les big data, c'est les dossiers médicaux des patients. Alors, on va peut-être y revenir, mais moi je voudrais revenir sur ce délai d'une semaine très rapide. Vous l'avez dit, on sait que vous avez un partenariat avec le laboratoire chinois Tasly. Oui. Est-ce que ça vous a aidé dans l'établissement de cette liste? Alors, on a fait d'autres choses. On a trouvé d'autres médicaments avec Tasly. C'est un papier qui est aussi disponible online, 2 semaines. Il y a un petit peu avant le nôtre. Donc, c'est un papier de la JV, collaboration à la JV et Farnext. Donc ça c'est publié, mais on n'a pas trouvé les mêmes médicaments parce qu'on a utilisé un système différent. D'accord. Avec Tasly, on ne s'est pas concentré sur les médicaments les plus fréquemment utilisés, forcément. Parce que là, on a biaisé, dans le sens. Donc ça nous a aidé, oui, parce qu'il y a des candidats, mais le travail a été fait uniquement à Farnext, celui-là. Bon. Est-ce que dans cette liste de 97 produits, il y a la fameuse hydroxychloroquine dont tout le monde parle aujourd'hui? Ben oui, effectivement, l'hydroxychloroquine, mais pas seulement l'hydroxychloroquine. Il y a aussi l'autre médicament que le docteur Raoult mélange, associe avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine, qui s'appelle l'azithromycine. Donc, par hasard, c'est un vieil antibiotique, mais il montre très bien que la combinaison des deux est bien plus efficace que la chloroquine tout seul. Et évidemment, et on trouve les deux. Ouais. Parmi nos 97, ces deux, ils sont, évidemment.
Quel est votre avis d'ailleurs sur ce débat qui agite aujourd'hui, on peut le dire, toute une partie de la France sur l'emploi ou non de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19? Bon, écoutez, je suis un peu mal placé pour commenter parce que je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste, je pratique une médecine, surtout pas en virologie. Mais enfin, c'est assez classique, si vous voulez. C'était la même chose pour le sida. Hein, dans une situation de tension comme ça, qu'il y ait des compétitions, qu'il y ait des jalousies, qu'il y ait des empallements, des mélanges avec la politique. Donc, il ne faut pas considérer que c'est anormal, c'est toujours comme ça, plus ou moins. D'accord. Seule chose que je sais, moi, c'est qu'on a la chance d'avoir un médecin comme Didier Raoult, qui est un grand médecin, un grand scientifique, et un être humain extraordinaire. Sur le plan humain, il est formidable aussi. Moi, ma tendance, si vous voulez, les critiques, j'ai vu le papier et je le trouve très intéressant. Ça n'empêche pas de confirmer, hein, mais je le trouve très, très, très porteur. Mais surtout, si je suis atteint, hein, ou mes enfants atteints, c'est lui que j'irai voir. Hein. Ça, c'est très simple. Ça vaut 1000 arguments, ça. Il connaît très bien cette maladie et c'est lui que j'écouterai. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Alors, justement, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit au début de l'entretien. Il y a l'hydroxychloroquine, donc qui est le traitement qui ressort aujourd'hui. Et puis, il y a des choses, j'ai l'impression, plus surprenantes sur cette liste, comme les statines. Est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça, des médicaments qu'on n'attend pas forcément? On les attend. Si vous voulez, en discutant même avec Raoult, les statines, lui avait remarqué qu'il y avait des propriétés anti-infectieuses aussi. Donc, nous, on l'a trouvé par un nouveau chemin, mais lui, par expérience, c'était pas impossible d'y passer, bien sûr. C'est pas impossible. Donc, on peut imaginer qu'il y a des médicaments que tout le monde prend beaucoup et qui s'avèrent être candidats. La metformine. La metformine, c'est le glucophage. Donc, c'est un médicament que tous les diabétiques de type 2 commencent à prendre avant de prendre l'insuline. Donc, non. Bon. L'avantage de cette molécule, c'est qu'elle est très safe, elle est très sûre. On la prend, même si on n'est pas diabétique, ça ne fait pas baisser la glycémie, le glucose. Et même, il y a des grands essais, on utilise la metformine pour empêcher le vieillissement, tout simplement. C'est un exemple. Un autre, c'est des antiacides, par exemple. Le métoprazole qu'on prend, le pantoprazole qu'on prend pour arrêter la sécrétion d'acide dans l'estomac qui donne des douleurs, on le trouve aussi. Dans des choses comme ça. La mélatonine. Bon. Alors, c'est peut-être des surprises, mais moi, rien ne me surprend plus. Hein. Vous avez vu qu'on a trouvé le sorbitol, qui est un sucre dans les prunes, pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc, à partir de là, rien ne me surprend. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début aussi. Vous disiez qu'aujourd'hui, finalement, l'étape, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour aller plus loin dans l'exploitation de cette liste, c'est peut-être, et c'est là où ça bloque, un meilleur partage d'informations, notamment au niveau des dossiers médicaux des patients à travers le monde, c'est ça? Premièrement, alors on va être chronologique. Premièrement, vous êtes sûr qu'il y a un recueil bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire un recueil bien fait? Pour que ça puisse être analysé par des big data, il faut que ce soit dans un ordinateur, donc il faut que les dossiers soient numérisés. D'accord? Donc il faut que même les feuilles d'interrogatoire ou les feuilles de dossier soient prêtes à être saisies. D'accord? On en est loin aujourd'hui, je crois, Daniel Cohen. Hein. On en est loin. C'est comme ça qu'on fait dans les essais cliniques. Déjà. Les essais cliniques de plusieurs milliers de personnes, il suffit simplement de prendre ce qui existe déjà. L'outil existe, c'est pas que ça n'existe pas. Simplement, c'est pas organisé comme ça. D'accord. Bon. On doit s'organiser pour que c'est pas si compliqué, pour que ce soit fait et bien fait. Et après, une fois qu'on est sûr que les données sont saisies correctement, il faut effectivement mutualiser les données d'un pays à l'autre pour avoir le plus de données possible pour que statistiquement les résultats soient le plus robustes possible. Là, c'est politique. C'est politique, il y a des problèmes de confidentialité, d'anonymat des patients. D'anonymisation, oui. De différence entre les Allemands, les Italiens, des tas de problèmes comme ça, mais qui sont très simples à résoudre. D'accord. Là, on n'a pas le temps de discuter de détails. Il faut y aller. Le principal, c'est qu'on fasse vite et que les personnes qui participent soient protégées par l'utilisation de leurs données. Est-ce que des voix d'influence comme les vôtres soufflent aux autorités publiques que peut-être il serait temps d'avancer un peu plus vite là-dessus? Écoutez, nous, on a fait un communiqué de presse. Je sais qu'Olivier Véran l'a reçu. Bon, je ne peux pas faire plus que ça pour l'instant. Bon. Mais disons, la plupart de mes collègues qui travaillent trouvent ça, pas la plupart tous, c'est la chose à faire parce que c'est ce qui est le plus
rapide et qui coûte le moins cher. Hein, d'accord. Donc, voilà. La FDA parle aussi, enfin, elle a récemment incité les sociétés, en tout cas les pharma, à faire des tests cliniques virtuels. Ça pourrait être aussi une piste intéressante, selon vous? Oui, alors attention, ça c'est une autre chose. Ils ont beaucoup incité là-dessus. C'est surtout pour les essais en cours, hein, Oui. qui vont être perturbés par l'histoire du coronavirus. Oui. Voilà. Mais c'est pas tellement pour tester des médicaments en virtuel, comme ils l'ont dit. D'accord. Mais vous allez voir, bon, la logique veut que ça devienne Ça généralise. Ça généralise assez rapidement. Mais maintenant, je vous garantis pas que ça va être super. Est-ce que maintenant, si on se recentre sur Farnext, est-ce que vous, finalement, vous dites finalement, on a dressé cette liste, on a toute l'expertise qu'il faut dans le domaine des combinaisons de médicaments. Est-ce que Farnext, allez, question de but en blanc, va aller chercher un traitement peut-être dans le Covid-19? D'abord, on a vous savez, sur 100 médicaments, ça fait 10 000 combinaisons. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal de choses à tester. Donc, ça fait énormément. Donc, nous avons la technologie pour déjà identifier les combinaisons les plus probables, celles qui ont le plus de chances de marcher. Donc ça, on va commencer à faire. Et ensuite, par contre, il faut tester, s'il faut tester ces médicaments, leurs combinaisons, dans des tests précliniques, c'est-à-dire sur des cellules affectées, nous n'avons pas ce genre de savoir-faire. Il faut collaborer avec des institutions académiques ou privées qui ont le savoir-faire. C'est ça qu'on est en train d'investiguer. Le problème, c'est qu'il y a une saturation. Hein. Il n'y a pas assez de centres qui font ça dans le monde. Hein. Donc, en France, il y en a à Paris, il y en a à Pasteur, il y en a à Marseille, mais c'est quelques laboratoires. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes à disposition pour collaborer avec ces différents... Oui, on a lancé un processus, on discute avec des tas de partenaires académiques et industriels pour aller de l'avant, évidemment. Alors, avec cette actualité hyper riche, on finit par oublier que l'actualité de Farnext, c'est aussi le PXT 3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, justement. Lorsque nous étions vus en octobre 2019, vous étiez sur le point de débuter un nouvel essai de phase 3. J'imagine que ça doit être beaucoup plus compliqué actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de retard envisagé. Évidemment, dès qu'il y aura un retard, on l'annoncera, on expliquera pourquoi. Oui. Mais on voit déjà, par exemple, pour discuter avec la FDA, on ne peut plus aller aux États-Unis. Alors, on ne peut plus les voir en personne. Donc, ça se passe par téléphone. Des petits changements qui ne changent pas encore trop les calendriers. Le calendrier, oui. Bon, pour l'instant, on ne voit pas des problèmes de retard. Mais on voit très bien que si ça continue, que si l'épidémie... on pense recruter des patients à partir de la fin de l'année. J'espère qu'on sera sorti de la mer, mais si ça continue, ça peut ralentir le recrutement des malades. Parce que si les malades sont confinés, etc. Alors voilà, on ne sait pas trop, mais pour l'instant, il n'y a pas de retard du tout même envisagé. Bon, eh bien écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Cohen d'avoir fait le point avec nous et sur l'actualité de Farnext et donc sur cette liste de 97 produits qui pourraient être efficaces dans le traitement du Covid-19. Merci Daniel Cohen. Voilà, merci Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.